Alors, bonjour tout le monde, encore bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ce grand webinaire international qui marque la troisième édition du Consommer local dans notre espace UEMOA. Alors, comme vous le savez, l'UEMOA a initié ce mois pour célébrer ou bien pour promouvoir les entrepreneurs locaux, les entrepreneurs PME et TPME de notre espace. Alors, la première question, je vais m'adresser au Bénin. Madame Mireille Deguenon, dites-nous comment vous célébrez ce mois au Bénin. Vous pouvez allumer votre micro pour que tout le monde vous écoute. Merci beaucoup, madame. On m'appelle Edith Deguenon, épouse Odouaro. Je suis infirmière diplômée d'État spécialiste en nutrition et en pédiatrie. Je suis la présidente des transformateurs de maïs du Bénin et je suis la directrice de l'entreprise Oasis des enfants qui fait le suivi sanitaire et nutritionnel. Alors, ce mois de consommation local au Bénin a été hautement organisé par le ministère des petites et moyennes entreprises et le ministère du Commerce. Donc, il y a eu des panels, il y a eu des réunions, il y a eu même des foires itinérantes qui continuent. Mais cette année, nous avons maximisé sur le poisson, la viande, le lait, les œufs. Donc, cette année-là, c'est la viande, le poisson, le lait et les œufs qui ont été développés en grande médiatisation. Et en plus de tout cela, tous les produits locaux, à la CCIB du Bénin, Chambre de commerce et de l'industrie, il y a régulièrement des réunions, des séances de dégustation, des séances de démonstration. Et nous, les transformateurs de maïs aussi, nous avons organisé dans les départements des séances de dégustation pour faire connaître à la population béninoise que les produits qui sont fabriqués made in Bénin, surtout made in Africa, qui sont sans conservateurs, qui sont sans colorants, qui sont sans produits chimiques pouvant nuire à l'organisme humain, sont à conseiller hautement. Donc, en grosso modo, c'est ce que nous, on a fait cette année et ça continue. Ça continue. Et surtout les foires itinérantes là, de commune par commune, il y a des motos qu'on a décorées qui passent, qui montrent nos produits. Chez moi, par exemple, comme c'est la bouillie enrichie, je fais les dégustations devant les pharmacies, devant les grands supérettes et dans notre centre de travail aussi, pour faire connaître les produits à la population et au monde entier. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Mireille. Oui. Nous constatons que le Bénin profite vraiment de ce mois du consommé local. Comme d'habitude. Alors, okay, merci beaucoup. Nous allons maintenant au pays des hommes intègres. Le Burkina est là? Oui, je suis là. Ok, soyez les bienvenus. Maintenant, dites-nous comment le Burkina célèbre ce mois du consommé local. D'accord. Bon, avant tout, je vais me présenter. Je suis Zalissa Ouedraogo, la promotrice de l'entreprise Maria Trans. Voilà, Maria Trans est une unité de production de jus de fruits naturels, des confitures, des granulés, des salades de fruits. Voilà, nous sommes au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Voilà. Bon, et au niveau des pays des hommes intègres, le mois du consommant local, dans les années passées, on utilisait, et c'était le ministère même du commerce qui organisait des foires, des panels et puis également des expositions. Mais cette année, compte tenu aussi de la situation du pays avec les coups d'État, on a juste fait quelques expositions. Il est passé dans des restaurants pour vraiment encourager les entreprises qui œuvrent dans la promotion des produits locaux. Voilà, comme il y a eu des coups d'État et tout, on n'a pas pu vraiment célébrer ce mois. Voilà, comme dans les années antérieures. Merci à Madame Ouedraogo.
Nous allons rester au Togo avec M. Kani Kofi Anou, promoteur de Kani Pou. Bonjour tout le monde, tous ceux qui sont connectés, mes frères panafricains, mes frères africains, mes sœurs africaines, bonjour à vous. Bonjour à tous les promoteurs, promotrices de la consommation locale. Je crois que l'avenir ne nous appartient plus. Nous sommes juste dans le présent, quoi. Nous sommes dans le présent nous appartient. Je crois que nous allons passer un bon temps de partage ensemble. Comme on l'a présenté, je suis Kani Kofi. Je suis promoteur de la société Kani Group. Nous sommes spécialisés dans la transformation de la fleur d'hibiscus qu'on appelle communément le bissap, ou bien le foléré, ou soit la fleur de Jamaïque. Ça a plusieurs noms. Et je crois que du côté de la présentation, c'est tout. Madame la modératrice. Oui, je vous entends. Maintenant, dites-nous comment le Togo célèbre le mois du consommé local. Oh, ce mois, je dirais que ce n'est pas facile. D'abord, ce n'est pas facile de se mettre dans une telle préparation de la consommation locale. La première édition a été la moins bonne que la deuxième édition. La deuxième édition a été plus bonne que la première édition. Et la troisième édition encore, nous avons constaté de l'avancement. Nous sommes en train de voir que l'État communique bien sûr les réseaux sociaux. L'État communique via les radios et les télés. Et nous-mêmes, entrepreneurs, chaque entreprise a mis en place une politique dans le but d'accroître cette politique de consommation locale-là, que ce soit des dégustations, comme l'a dit tout à l'heure Madame Edith Mireille, des dégustations qui sont organisées, des promotions qui sont organisées. Et en plus de ça aussi, il y a la récompense de nos clients fidèles qui est organisée en cette fin d'année. Je crois que c'est une politique, ce mois de la consommation locale est bien accueilli par la population togolaise, les consommateurs togolais. D'accord. Merci beaucoup à M. Kani. Merci à vous aussi. Nous allons retourner maintenant au Sénégal. Madame Maria, vous êtes là? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, madame. Nous aussi, nous sommes en train de célébrer. Il y a beaucoup de foires, il y a des festivals culinaires, il y a des séances de dégustation aussi et de démonstration. Donc, il y a beaucoup d'activités, surtout dans la semaine à venir. Nous avons prévu une exposition au niveau de la Chambre de commerce de Thiès. Il y a aussi l'organisation d'un festival culinaire des produits locaux du Sénégal qui se tiendra à la place du souvenir les 4, 5 et 6 novembre. Donc, il y a beaucoup d'activités dans chaque région, dans chaque département. Il y a vraiment des activités pour la promotion des produits locaux. D'accord. Merci beaucoup, Madame Mariama. Nous allons au Niger. Madame Maïmouna. Bonjour, Madame Maïmouna. Oui, bonjour à tous. Bonjour vraiment aux organisateurs pour nous avoir invités. Je me présente tout d'abord. Moi, c'est Madame Djori Maïmouna. Je suis promotrice et directrice générale d'une unité de transformation de lait au Niger. Donc, le mois d'octobre, qui est le mois a choisi comme mois du consommé local. Au Niger, nous avons célébré ça à travers beaucoup de manifestations, notamment un salon 100% made in Niger, donc 100% produits fabriqués au Niger. Au cours de ce salon, il y a eu une foire d'exposition des produits fabriqués localement. Il y a eu beaucoup de dégustations, de promotions également. Une semaine après, nous avons eu également dans une autre région du Niger un forum. Il y a eu un forum pour l'autonomisation des femmes et des jeunes, le FONAF. Et à travers ce forum également, c'était la même chose. C'était une exposition, des dégustations, des panels de discussion. Et il y a eu un grand également, il y avait eu un forum qui a été présidé par le Premier ministre pour vraiment parler du consommé local. Donc, si je peux résumer, voilà ce qu'on a fait au Niger par rapport à ce mois d'octobre. Merci. Merci beaucoup à vous.
Madame Josiane Loba, la Côte d'Ivoire est là. Vous m'entendez maintenant? Oui, je Bonjour vous à entends très tous. bien. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis Josiane Loba de la Côte d'Ivoire. Je viens du pays de Didier Drogba. Et je suis la promotrice de Queen Wise, qui est une marque de riz locale, et la gérante de JAL Holt. En Côte d'Ivoire, en fait, il y a eu plusieurs activités pour promouvoir les produits locaux. Et ce que j'ai vu, c'est que le Premier ministre même a participé à plusieurs activités. Il y a eu des vidéos pour promouvoir les produits locaux et lutter contre la cherté de la vie. Il y a eu des entrepreneurs locaux qui ont fait des campagnes de consommation et de dégustation. Donc, dans l'ensemble, tout le monde a essayé d'organiser des activités pour pouvoir promouvoir les produits locaux et des activités de dégustation, des salons pour pouvoir faire la promotion de la consommation, pour pouvoir faire la promotion et motiver les gens à consommer local. D'accord, Madame Josiane. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous allons continuer avec la deuxième question. Nous venons d'écouter tout le monde. Et la consommation locale s'est bien passée ou bien se passe bien dans tous les pays, comme vous venez de le dire tous. La deuxième question va s'adresser d'abord à M. Kani du Togo. Monsieur Kani, vous me recevez? Oui, oui, je suis là, je suis là. D'accord. Nous aimerions savoir quels sont les impacts vraiment ressentis sur vos activités pendant ce mois du consommé local ou depuis que ce mois a été initié. Les impacts ressentis en termes de chiffre d'affaires sur vos produits. D'accord. Merci beaucoup pour la question. Moi, je parlerai beaucoup plus de visibilité. Je crois que le cas peut être pareil dans les autres pays, dans les pays des frères et sœurs connectés. Quand on parle du mois de la consommation locale, nos consommateurs, la population africaine ou bien la population de la sous-région a tendance à tourner son regard vers la consommation locale. La population se dit, bon, c'est un mois où je dois consommer, je dois porter. Quand je parle de consommation, quand nous portons des habits, selon moi, c'est la consommation. Quand nous utilisons des applications de chez nous, c'est la consommation. Quand nous souscrivons à des services, c'est de la consommation aussi. Donc, nos clients se disent que ce mois-ci, je dois être dans les normes. Être dans les normes, c'est d'acheter local, c'est de consommer local. Et chez nous, nous avons constaté un engouement qui nous dit pas son nom envers nos produits, envers nos thés, envers nos jus. Et de même, les administrations, quand je parle d'administration publique comme privée, ont tendance maintenant à organiser leurs cocktails, les cocktails de fin de conférence, les cocktails de début de colloque, les cocktails de fin de symposium, tout cela. Et nos gouvernements ont tendance actuellement à organiser ce cocktail uniquement avec des produits made in Togo. C'est ce qui a été très émerveillant dans ce qu'ils font. Ça voudrait dire qu'ils sont en train de joindre l'acte à la parole. Ça se constate aussi du fait que quand les clients nous appellent pour chercher un produit et que nous, à notre niveau, nous n'en avons pas et que nous recommandons, par exemple, d'autres services, si c'était avant, ils allaient dire non, je préfère aller acheter ce qui vient d'ailleurs. Mais ils ne le font pas toujours comme ça. Ils continuent dans la droiture du chemin qu'on a essayé de tracer pour eux, pour chercher toujours le produit qui a été fabriqué, le produit qui émane de notre sol. Donc, je crois que ça va bien. On ne va pas se plaindre là-dessus. Puisque nous entrons, la date aussi, le mois aussi, a été choisi de façon stratégique. Nous entrons dans la période des fêtes. Ce qui fait que la promotion du mois de la consommation locale, pour cette fois-ci, ne s'arrêtera pas uniquement le lundi prochain, mais ça va continuer jusqu'au 31 toujours. Donc, les impacts sont positifs au Togo. Oui, oui. Selon moi, en fait.
Oui, selon moi. Merci beaucoup. Merci. Nous allons maintenant au Bénin. Madame Mireille. Madame Mireille. Et comme le Togo l'a dit, l'impact sur les chiffres n'est pas ressenti pour le moment, mais c'est plutôt la visibilité. Plutôt la visibilité. Parce que ça nous permet de nous faire connaître. Le mois de consommation local nous permet de nous faire connaître et de faire savoir. Par exemple, au niveau du maïs, nous, on a fait connaître à la population béninoise qu'il y a beaucoup de produits qu'on peut utiliser à base de maïs. On a les farines, on a les granulés, on a même des amuse-bouches, on a des boissons qui sont fabriquées à base de maïs et que la population ignore. Donc, quand on fait les expos et ils viennent, ils disent, dis donc, tout ça à base de maïs, on dit oui. Et c'est fait ici. Donc, la visibilité est plus accentuée, remarquée. Et les gens appellent, hein, on a eu des contrats, bon, on a eu des B2B quand il y a eu des expositions, on a eu des contrats, bon, ils vont nous appeler pour qu'on puisse consolider, mais sous forme de chiffres, ce n'est pas encore remarqué. Peut-être jusqu'en décembre. Peut-être jusqu'en décembre. D'accord. Oui. Nous retenons que la visibilité est très importante au Bénin en ce moment pour le mois du consommé local. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Nous retournons vers Madame Josiane Loba. Oui, allô? Vous êtes dans la production du riz local. Oui. Oui. Comment l'impact se fait ressentir sur la demande, le chiffre d'affaires? Dites-nous. Par rapport à la demande existe toujours. Et moi, à mon niveau, j'ai du mal même à satisfaire ma clientèle. Parce que c'est aussi, j'ai stoppé l'exportation que je faisais. Je faisais partie en France, j'ai stoppé. Mais il faut dire que la demande existe. On a du mal à satisfaire nos clients. Après, les deux qui ont intervenu ont déjà tout dit parce que je souhaite ne pas revenir sur la même chose. L'impact est le même dans tous les pays. On gagne plus en visibilité. C'est vrai que quand il y a la communication, le chiffre d'affaires évolue, augmente du moins, mais on gagne beaucoup plus en visibilité. Parce qu'il y a certains, je ne parle pas de moi, mon produit, mais il y a certains entrepreneurs, par exemple, qui ont des produits qui ne sont pas connus. Il y a le biscuit à base de manioc, fait à base de la farine de manioc, qui moi-même, je ne connaissais pas, mais c'est durant ce mois d'octobre que j'ai vu ce biscuit-là sur le marché. Donc, l'impact, c'est plus dans la visibilité. Merci beaucoup. Madame Mariama Dime, le Sénégal. Oui. Oui. C'est Mariama Dem, oui. Du Sénégal. Je rappelle que je suis promotrice de l'entreprise Batoli, spécialisée dans la transformation des produits locaux, notamment les céréales, les fruits et les légumes. Donc, ce mois nous a permis vraiment, comme l'ont dit les autres collègues, d'avoir beaucoup de visibilité, beaucoup plus de visibilité, mais aussi on sent une réelle évolution de la demande par rapport à certains produits, comme le tcherengboum, qui est un plat pré-cuit fait à base de mil et de sauce de feuilles de moringa. J'avoue qu'actuellement, nous avons du mal à satisfaire la demande, puisque c'est grâce aux expositions, c'est grâce aux foires que beaucoup de populations découvrent ce produit et qui se disent, tiens, mais je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce produit-là de cette façon. Donc, vraiment, ce mois nous a permis de mieux booster nos ventes. Donc, ça a eu un impact très, très, très positif. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Madame Ouedraogo Zalita, le Burkina Faso. Oui, je suis là. D'accord. La question est de savoir quels sont les impacts ressentis au cours de ce mois du consommé local, depuis que le mois du consommé local a été initié.
Bon, depuis que ça a été initié, et les expositions là, il y a la visibilité. Il y a la visibilité qui est là, qui peut se faire ressentir parce qu'on prône pour la promotion des produits made in Burkina et aussi on prône également pour la promotion des produits qui sont faits à partir du terroir en fait. Et puis, il y a également le volet sensibilisation. Voilà, parce qu'on sensibilise réellement la population à consommer ce qui est fait ici. Et on voit qu'il y a un impact qui est là. Parce que tout le monde se dit que consommer un produit qui est fait ici au Burkina, c'est contribuer à l'autonomisation aussi de la femme, également des agriculteurs. Et c'est toute une chaîne en fait. Voilà. Donc, pour nous, les entreprises, là, il y a la visibilité qui est là. Il y a également aussi au niveau du consommateur, et on peut dire que on essaie aussi de les conscientiser vraiment parce que c'est un travail vraiment à faire. Parce que les produits qui viennent des autres, et les produits importés vraiment, et c'est très compliqué de le faire et quitter cette mentalité en fait. Voilà. D'accord, merci beaucoup, Madame Ouedraogo. D'accord. Madame Maïmouna du Niger. Madame Maïmouna. Oui. Vous êtes la directrice de l'entreprise laitier du Sahel. Oui, je suis là, mais pour votre... Oui. Nous voulons savoir, comme tout le monde l'a dit, quels sont les impacts ressentis sur vos activités en termes de chiffre d'affaires? Je n'ai pas eu bien sûr. Oui. Oui, je disais que nous voulons savoir. Comme l'a dit, je pense... Oui, j'ai bien compris là. J'ai bien compris. En fait, comme l'a dit une de mes prédécesseurs, en fait, on ne peut pas quantifier en termes de chiffre d'affaires. En fait, l'impact le plus important ici, comme les autres l'ont dit, c'est la visibilité, le fait de faire connaître le produit. Souvent, il y a des consommateurs qui achètent des produits, mais qui ne savent pas que voilà, c'est telle entreprise qui fabrique, ou bien c'est même ici. Souvent, ils pensent que c'est importé, tellement c'est beau, tellement c'est bien fait, que tout ce qui est beau, c'est importé. Donc, l'opportunité vraiment, c'est de cette visibilité, faire connaître le produit, faire goûter aussi, faire goûter aussi aux consommateurs qui ne connaissent pas le produit, et également à l'administration publique, qu'il y a des produits qui sont fabriqués localement, des produits de qualité, des produits vraiment qu'on peut utiliser. Donc, c'est juste un peu ça. Mais en termes de chiffre d'affaires, je pense que nous, par exemple, au niveau de notre entreprise, ce n'est pas pour augmenter vraiment le chiffre d'affaires ou tout. Non, c'est pour faire vraiment beaucoup de communication, de visibilité. Et je pense qu'à travers ce mois, l'objectif est atteint. Voilà. Merci. Oui, Madame Maïmouna, je vais continuer avec vous toujours. Durant les 3 ans, depuis que l'UEMOA a initié ce mois du consommé local, quelles sont les difficultés rencontrées? Les difficultés dans quel cadre? Dans l'organisation ou bien dans nos activités? Donc, je ne sais pas quel genre de difficultés dans les activités. OK, d'accord. Dans les activités, généralement, les difficultés aujourd'hui, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est surtout le fait que nous-mêmes, consommateurs africains, souvent, on ne consomme pas ce qu'on produit. On ne consomme pas ce qu'on produit. Comme l'a dit, je pense, un autre transformateur je pense, du Togo, là, eux, ils ont l'opportunité souvent qu'on achète leurs produits dans les réunions, dans
dans les activités, par exemple, étatiques, tout ça, c'est vraiment une opportunité. Donc, un des problèmes, c'est surtout l'accès au marché, l'écoulement des produits, parce que nous-mêmes, généralement, on ne pense pas à quand il y a deux produits qui sont là et qu'on prend plus. Quand je prends par exemple le cas de ma filière, les produits laitiers. On a beaucoup de produits importés, le lait en poudre, les machins. Les gens, ils préfèrent, par exemple, aller acheter leur bridel, le lait frais, par exemple, en bouteille stérilisé, que d'acheter, par exemple, un lait pasteurisé qui est conditionné localement. Donc, c'est vraiment ça le souci. Si, par exemple, tous les consommateurs se disent dans leur tête, voilà, nous, comment on appelle, notre priorité, c'est d'abord consommer tout ce qui est fabriqué localement. Si elle n'a pas à ce moment, peut-être on peut se retourner vers l'extérieur. À ce moment, je pense que tout ce qui est fabriqué, on ne va pas avoir des soucis d'écoulement ou parce que ce n'est pas des grosses quantités quand même, c'est des quantités assez raisonnables qui peuvent s'écouler assez facilement. Et également, comme je l'ai dit, si par exemple l'État exige dans toutes les réunions, par exemple, il dit je ne veux rien voir, par exemple, que du jus fabriqué localement pour mes pauses café ou pour les réunions, etc. Ou par exemple, je ne veux rien voir pour ces pauses café, le lait, généralement on met du lait en poudre, on va dire bon, on va mettre du lait localement, du lait fabriqué, produit localement, du lait frais local. Donc, si on arrive vraiment, je pense que c'est de ces deux côtés, le peu, je pense, c'est le peu d'activités qui sont faites actuellement, on n'allait pas se plaindre ou bien on n'allait pas se dire que voilà, on a des soucis, ça va s'écouler tout facilement. Et quand ça s'écoule tout facilement, de l'autre côté, on va mettre les moyens qu'il faut pour produire encore beaucoup, pour booster les investissements en termes de machines, en termes d'industrialisation. Voilà, merci. Nous allons au Sénégal. Madame Mariama. Oui. Madame Mariama Demboui, dites-nous, Oui. quelles sont les difficultés rencontrées face aux produits importés? Oui, nous avons cette concurrence déloyale des produits importés et il y a aussi une certaine mentalité de certains de nos compatriotes qui croient que ce qui vient d'ailleurs est meilleur. Vous savez que les produits importés, que je dis souvent d'origine et de qualité douteuse, sont bien emballés de façon très, très jolie et souvent accessibles. Donc, ce qui fait que mes captifs qui sont les Sérères ou les Bobos du Burkina ont tendance à croire que puisque c'est joli, c'est bon. Alors que nos produits locaux sont de meilleure qualité. On peut même, vous pouvez faire le suivi de ce produit depuis la culture jusqu'à la production. Et ce sont des produits naturels. Donc, il y a ces difficultés-là. Et l'autre difficulté majeure que nous avons aussi, c'est la cherté, l'inaccessibilité ou l'indisponibilité de la matière première. Des fois, ce qui fait que ça impacte sur le prix et ainsi le produit local, par exemple la boisson, peut coûter plus cher, une bouteille de jus local peut coûter plus cher qu'une canette importée. Donc voilà en gros ce qui fait que nous avons des difficultés parce qu'il y a cette perception de ce qui vient d'ailleurs, mais aussi il y a l'indisponibilité ou l'inaccessibilité de la matière première qui impacte sur le prix. Merci beaucoup. Madame Edith Mireille. Oui. Les difficultés rencontrées. C'est pratiquement la même chose. La difficulté, c'est la concurrence avec les produits importés. Les produits importés qui rentrent dans les pays et qui viennent concurrencer nos produits locaux. Et eux, ils sont même à vil prix, moins cher. Parce que nous, pour qu'on arrive à avoir ces produits, la matière première, les emballages, par exemple, qui ne sont pas produits dans nos pays, il faut les faire venir
Régulièrement, on tombe en rupture même de l'emballage, en bouteilles comme en packaging de biodégradables, les boîtes, les cartons. On tombe en rupture. Par exemple, les 2 ans de Corona, ça n'a pas été facile. Beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes au Bénin parce qu'ils n'étaient pas si assises. Et la maladie a fait que les frontières sont bloquées. On n'a même pas accès à la matière première. Même entre pays, il y a barrières sanitaires et le paysan ne peut pas te faire convoyer la matière première dans ton usine. Pire encore, nous qui utilisons le gaz domestique comme combustible pour faire fonctionner, pendant ces 3 ans-là, si on soustrait les 2 années de Corona, vraiment, le bilan n'est pas à relever. Les difficultés sont énormes. Il y a beaucoup qui ont fait même des renvois, ils ont fait des compressions de leur personnel techniquement pour pouvoir évoluer. Parce qu'on ne vend plus comme avant et on ne peut pas garder le même personnel et continuer par payer. La rentabilité n'y est pas. Donc, pendant ces 3 ans-là, on va mettre la lumière sur les 2 années de Corona qui nous ont vraiment mis au chaos. Ce n'est pas la joie. Les états financiers ont montré que ce n'est pas la joie. Mais bon, on est en train de se lever, clopin, clopin, à part la guerre en Ukraine qui est venue même nous montrer qu'il y a des produits chez nous qui peuvent remplacer valablement ce blé ou ce gaz qu'on utilise. Ça va nous permettre de foncer plus. C'est ces 2 années-là qui nous ont ouvert les yeux à faire la digitalisation de nos entreprises et à être chez nous, dans nos chambres, et pouvoir vendre à distance et pouvoir faire connaître nos produits à distance. Donc, il n'y a pas que de mauvais trucs dedans, mais le côté difficulté, vrai, c'est beaucoup. Le paysan n'a pas l'engrais pour pouvoir, comme nous on utilise les grains, ils n'ont pas l'engrais pour pouvoir faire germer, pour pouvoir faire cultiver les matières premières en quantité et en qualité pour nous vendre le maïs, le soja, le arachide, le petit mil, le fonio, ces grains qu'on utilise, la culture a baissé parce qu'ils n'ont pas ce qu'il fallait pour pouvoir. Et puis même quand c'est cultivé, pour nous envoyer, c'est difficile. C'est ce que j'ai trouvé à ajouter comme difficulté. Merci beaucoup, Madame Mireille. Nous retenons que les difficultés sont énormes et certains même n'arrivent pas à satisfaire la demande. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que la ZLECAf parmi nous? Et Madame Josiane Loba. Allô? Oui, Madame Josiane. Oui. Je sais que c'est la zone de libre-échange, n'est-ce pas? Oui, continental africain. Voilà, donc, selon moi, je me dis que puisque nous sommes en cours de création, par exemple, dans un autre pays de la sous-région, pour nous, en fait, cette zone-là nous permet de savoir s'il y a des accords de libre-échange entre ces 2 pays-là. Comment est-ce que nous ferons l'import-export entre 2 pays ou plusieurs pays où nous existons? Quels sont les accords qui ont été signés entre la Côte d'Ivoire et ces pays où nous voulons vraiment partir? Je peux rajouter, Madame Josiane? Bien sûr. Donc, moi, je peux dire que la zone de libre-échange continentale africaine, c'est vraiment, on veut, par exemple, c'est un grand marché. C'est comme si l'Afrique va être un seul marché. La zone de libre-échange continentale africaine ambitionne de consolider en fait l'Afrique en un marché unique avec des réductions et des éliminations de barrières tarifaires et non tarifaires. Donc, à travers la ZLECAf, il y aura des économies d'échelle, on aura un coût d'accès aux intrants réduits, vraiment une valeur ajoutée de la transformation structurelle et vraiment
beaucoup de choses. En fait, il faut voir les CAF comme, par exemple, tu es dans ton pays, tu as le marché de ton pays. Là, tu n'as plus que ce marché. Tu auras 1,3 milliard de consommateurs. C'est toute l'Afrique qui sera ton marché. Tu peux aller vendre ton produit dans toute l'Afrique, que ce soit l'UMOA, la CEDEAO et même l'Afrique, les autres communautés économiques. Tu peux aller jusqu'en Afrique du Sud vendre tes produits. Et l'avantage, donc, il y aura, comme je l'ai dit, la réduction des tarifs, les tarifs douaniers et l'élimination des barrières aussi non tarifaires. Voilà. Voilà un peu ce que je peux dire sur la ZLECAf. Merci beaucoup, Madame Maïmouna. Oui, Monsieur Kani. Oui, par rapport à la ZLECAf et la zone de libre-échange, moi je crois que c'est une opportunité, mais si nous, entrepreneurs, nous ne savons pas faire cette opportunité, va nous engloutir. Parce qu'il y a des sociétés colossales qui ont des moyens, qui n'attendent que le feu vert pour déverser leurs produits dans la sous-région. Et nous qui avons de bons projets, nous qui avons de l'avenir en perspective, il faudrait qu'on se prépare. Nous, à notre niveau, nous avons réussi déjà à avoir des points de vente dans minimum 5 pays de la sous-région. Voilà. Nous sommes à Cotonou, nous sommes au Burkina Faso, nous sommes au Niger, nous sommes au Sénégal, nous sommes au Mali aussi. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons suspendu pour le moment suite à certaines contraintes. Donc, je crois que la zone de libre-échange, la ZLECAf, c'est une opportunité, c'est une aubaine qu'on doit saisir, c'est une aubaine qui permettra aux autres sociétés africaines d'être aussi émergentes si nous-mêmes, nous le voulons bien. Parce que le début de toute chose, c'est la foi, c'est le vouloir. Merci, merci, Monsieur Kani. Madame Edith Mireille. Bon, si ce marché peut être concrétisé, ça nous fera du bien parce qu'il faut se faire connaître. Et le taux de la malnutrition dans notre sous-région n'est pas à négliger. Au Bénin, par exemple, ça évolue au jour le jour. La pauvreté amène ce taux à grimper. Voilà que nous avons tous les grains, nous avons tout le matériel nécessaire pour combattre ce fléau qui est une maladie de la santé publique. Si nous arrivons à nous satisfaire sur le plan alimentaire, je crois que ce taux va chuter sur tous les plans. Le taux de la malnutrition doit chuter si ce marché prend corps. Parce qu'il y a des choses qui se fabriquent au Bénin, mais qui ne se fabriquent pas au Togo, ou pas de la même manière, vice-versa, en Côte d'Ivoire, comme au chèvre au Togo, ou bien au Niger. Et il y aura ce brassage-là, où nous aurons des points focaux dans les pays de l'UEMOA pour faire connaître ces produits et pour faire bénéficier de tous ces bienfaits que nous utilisons. Mais l'histoire de la douane, des fonds, des taux, il semble que les pays, eux, ils prennent seulement les tests. Ils n'appliquent pas. Moi, je connais des gens qui exportent des choses, qui envoient des choses dans les pays de la sous-région, les 8 pays de l'UEMOA même, entre nous-mêmes. Mais ce n'est pas la peine. S'il faut te mettre ce taux-là, arriver à destination, le produit va coûter cher. Plus que ce qu'on nous envoie de l'Europe ou de qualité douteuse, on ne maîtrise en rien. On ne maîtrise pas. Mais ce qui est fabriqué ici, nous maîtrisons nos grains que nous associons pour sortir nos produits. Nous maîtrisons les produits que nous utilisons. Si les gouvernants peuvent nous écouter et mettre en application les beaux tests qu'ils prennent, parce qu'ils prennent les tests, mais ce n'est pas appliqué. Moi, je vous jure, ce n'est pas appliqué. Ils doivent nous aider. Surtout dans l'UEMOA, là, ils doivent nous aider. C'est ce que moi, je pense. Sinon, je suis prête à faire ce beau marché et à faire connaître les produits à base de maïs dans toute la sous-région. Merci, Madame Josiane. Oui, merci beaucoup à vous, Madame Mireille. Madame Mariama Dem.
Oui, j'ai une question pour vous. Oui, Est-ce que vous pensez que ce marché est un danger ou une opportunité pour les PME et TPME? les deux à la fois, mais pour moi, c'est plus une opportunité pour le secteur agroalimentaire. Parce qu'avec l'élimination des barrières douanières et tarifaires, il s'agira de rendre plus accessibles les produits locaux à toute la population africaine. Donc, de sorte que tout ce qui est consommé localement au Sénégal puisse aussi s'exporter, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo ou en Afrique du Sud. Donc, pour moi, c'est une opportunité parce que ça va impacter sur notamment l'augmentation du volume des échanges de l'Afrique, de l'ouest au sud, en passant par le nord, l'est. Et les économies africaines aussi pourront, grâce à ce maillage, tirer vers le haut la croissance des TPE, PME agroalimentaires et ainsi donner un élan au développement avec la création de richesses, la réduction de la pauvreté par l'entremise de la création d'emplois, de la compétitivité surtout du marché africain et de l'amélioration significative des conditions de vie d'une manière générale. Donc, pour moi, c'est une opportunité. Mais maintenant, pour qu'il n'y ait pas revers de la médaille, il faudra qu'on se prépare, au niveau des États, que cet accord soit une réalité. Parce que ce que nous voyons exactement actuellement avec la libre circulation, par exemple, dans la zone CEDEAO, elle n'est pas réelle. Le routier qui quitte le Sénégal pour aller au Mali, traverser la frontière de biens, c'est la croix et la bannière. Donc, il faut que les accords que nous signons sur les papiers soient une réalité aussi sur le terrain. Donc, nous invitons nos États à veiller à ce que ce soit une réalité, pour vraiment que nous puissions nous ouvrir aux autres pays frères pour que nos produits soient présents sans difficultés aucune dans toute l'Afrique et vice-versa. Maintenant, il faudra se préparer, comme l'a dit un de mes prédécesseurs tout à l'heure, il faut se préparer, il faut s'organiser, sinon on risque d'être englouti par les grandes entreprises, parce que nous sommes des TPE, des PME. Mieux s'organiser par exemple en coopérative, parce que quand on est plus nombreux, on a beaucoup plus de force, et avec cette synergie d'action, nous pourrons vraiment faire face aux défis que présente la ZLECAf. Voilà. Donc, pour résumer, plus une opportunité qu'un danger. Merci beaucoup. Madame Mariama Dil. Merci. Monsieur Kani Kofi, je reviens vers vous. Oui, oui, je suis là. Oui, oui, nous demandons à savoir, est-ce que pour vous, ce grand marché n'est pas une menace pour les entreprises agroalimentaires de l'Afrique? Non, non. Est-ce qu'on peut avoir le courage de parler de menaces? Bon, si vous êtes entrepreneur, chaque jour qui se lève, nous traversons les menaces. Les loyers à payer, ce sont des menaces. Les employés à payer, ce sont des menaces. Donc, je crois qu'il faudrait qu'on ait le courage de voir ce que nous voulons ou bien ce que nous avons tendance à appeler menace par opportunité. La ZLECAf, je crois que c'est une opportunité et je continue de le dire. Quand vous mettez au monde un enfant, arrivé à un moment, il faudrait que l'enfant soit capable de grandir. Et c'est ce que nos États sont en train de faire. Maintenant, je crois que nous devons essayer aussi de responsabiliser chacun. L'État ou bien nos États ont leurs responsabilités. Les entrepreneurs ou les entreprises ont également aussi leur activité, leur responsabilité plutôt. Voilà. Il faudrait que chacun essaie de jouer sa partition comme cela se doit. Si nous, l'État ne peut pas contrôler ou bien ne peut pas se mettre à notre place pour accroître la production, c'est à nous de tracer les voies et moyens qu'il faut pour que nos produits soient disponibles une fois que la ZLECAf sera effective comme cela se doit.
Voilà. Nous, on doit se mettre dans la tête que c'est déjà effectif, ça viendra, oui, ou quoi que ce soit. Quoi qu'on arrive, quoi qu'il adviendra, la zone de libre-échange sera une opportunité pour nous. Nous ne devons pas, moi, selon moi, voir du côté où nous serons absorbés, nous ne pouvons pas faire face. Non, nous pouvons faire face. Nous pouvons faire face. Il faudrait que nous essayions de mobiliser de nos côtés les ressources humaines qu'il faut. Il faut avoir aussi de nos côtés les ressources financières qu'il faut pour pouvoir répondre. Voilà. Il ne faudrait pas que, quand la zone sera complètement ouverte, qu'on soit encore en train de faire des productions artisanales. La production artisanale n'amène nulle part. Il faudrait qu'on soit compétitif. Donc, moi, je pense ça, comme ça, ce que je viens de dire, que ce n'est pas de la menace, ce n'est pas une mauvaise chose si on décide d'ouvrir les frontières pour que mes produits se retrouvent, par exemple, au Cameroun facilement. Non, ce ne sont pas des menaces. D'accord, merci beaucoup. Je crois qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir. Vous pouvez signaler. Il y a M. Vafia Agbenou. Ou c'est Madame plutôt, Madame Vafia. Allumez votre micro, s'il vous plaît. J'ai un sérieux problème de micro ici. Vous m'entendez? Je vous entends très bien. D'accord. Donc, bonjour à tous. Bonjour. Alors, oui, présentez-vous, s'il vous plaît. Ah oui, excusez-moi. Mon nom, c'est Agbedinou Arifa et mon maître de pronom, c'est Arifa Rafki et tout. Je suis du Togo. Je suis en fin de formation en entrepreneuriat agricole. Et j'entends parler des produits locaux. Ça dure un casse-tête chinois, en ce sens que déjà, les produits locaux, c'est-à-dire, moi, souvent, la question que je me pose, qu'est-ce que nous plaçons dans les produits locaux? Parce qu'il y a une grande sœur, Mireille, je pense, qui vient de parler de la production des paysans qui n'ont pas les engrais adéquats pour produire en quantité et fournir. Donc, moi, mon interrogation est souvent, c'est quoi nous appelons en fait produits locaux? Parce que si nous prenons les accords bilatéraux sur les politiques commerciales, nous pouvons constater que ces agrobusiness et consorts, quand ils discutent avec nos États, c'est-à-dire que l'État penche plus pour, comment on appelle, son intérêt. D'accord? Et quand ces agroalimentaires envoient les produits dans nos pays, c'est pas forcément des produits qualitatifs. Et quand je dis qualitatif, je parle plus du bio. C'est-à-dire ce qui est moins chimique et toxique pour nos organismes, c'est-à-dire pour le bien-être des populations en matière de santé. Et donc, c'est vrai que quand nous produisons et mettons de côté, négligeons le côté chimique, c'est-à-dire l'utilisation des engrais chimiques et tout ce qui va avec pour avoir un maximum de bénéfices et utiliser moins la matière première adéquate. Voilà, ça nous apporte plus de bénéfices en tant qu'entreprise. Mais maintenant, si nous parlons de produits locaux, c'est quoi le standard en fait? Et quand nous venons parler de qualité, est-ce qu'il faut aller parler des produits chimiques et consorts? Et quand nous disons que ça nous revient plus cher, voilà, c'est toujours, ça tourne autour en fait, qu'est-ce que nous mettons dans le produit local? Alors, moi, en tant qu'entrepreneur en fin de formation, je suis en discussion avec certains collègues pour vendre des produits locaux, mais pas du genre transformé parce qu'on n'est pas encore à ce stade-là. Nous voulons vendre juste ce que nous produisons, d'accord? Parce qu'il y a des amis qui sont à Dagny. Dagny, c'est une ferme à vraiment quelques kilomètres de Lomé, ici, la capitale. C'est à 30, une quarantaine de kilomètres de Palimé, qui est à 100 et quelques kilomètres de Lomé. Et là-bas, la terre, certes, elle est fertile, mais tellement on a mis dans la tête du producteur l'utilisation des produits chimiques que moi, j'y étais dernièrement.
Alors, ils sont obligés d'utiliser. Ils me disent que non, la terre, quand on produit, ça ne donne pas, on est obligé d'utiliser de l'engrais. Et quelques produits que moi j'ai ramenés, par exemple, il y a des choux qu'ils font, ils en produisent en quantité, il y a du manioc et tout. Les quelques produits que j'ai ramenés pour essayer de voir si déjà avec le voisinage, on peut trouver des preneurs. Le problème, c'est quoi? C'est que ça commence déjà à se faner. Ça fait pas une semaine, les choux, ils se fanent. Même le manioc, déjà, il commence à... Donc, c'est un problème, certes, de conservation, mais la conservation commence déjà au niveau de la production. Parce que les produits ce que nous produisons, ce que la terre donne par utilisation moindre des engrais chimiques, ça se conserve plus que ce que la terre donne par utilisation excessive des engrais chimiques. Ça, c'est le côté production brute, c'est-à-dire commercialisation brute. Maintenant, pour ce qui est de la transformation, il y a aussi ce souci-là. C'est-à-dire que quand nous transformons, c'est par quel canal? Nous transformons de la même manière que transforment ces agro-business qui nous envoient des produits moins chers qui causent la concurrence déloyale, ou bien nous transformons comment? Alors, c'est sur ces aspects-là qu'il faut réfléchir et qu'il faut faire maintenant une synergie d'action et aussi des plaidoyers au niveau de nos gouvernants. Parce que certes, il y a aussi la taxation douanière qui joue beaucoup dans comment l'appelle-t-on, dans les histoires du transport là. Mais il y a aussi le local. Si le gouvernement ne met pas des moyens pour faciliter la transformation à nos producteurs locaux, les produits vont toujours revenir plus chers et comment on l'appelle, le citoyen lambda, c'est-à-dire que les couches défavorisées, la plupart du temps, ce sont elles qui ont des problèmes à s'approvisionner. Et donc, les couches défavorisées, si on me présente un lait, par exemple, du Vivalet à 50 francs, et qu'il y a à côté un lait produit local qui est à 100 francs, je pense que tout de suite, ça dit que la question ne se pose pas. On va juste se diriger vers le Vivalet, quel que soit ce que ça va occasionner comme problème sur notre santé. C'est la poche qui parle. Et donc, ici, il est question de plus de plaidoyer au niveau du gouvernement pour qu'il aide nos populations, les producteurs locaux, à pouvoir produire qualitatif, mais revenir aussi pas trop cher pour la consommation du citoyen moyen, quoi. C'est le citoyen qui a le revenu moyen. Merci Donc, beaucoup. c'est ça, je disais qu'il faut vraiment réfléchir sur quelles sont c'est-à-dire synergie d'action. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Le produit local, comment est-ce qu'on le définissons? Et ensuite, c'est-à-dire, nous produisons pour quel but? Est-ce juste, c'est pour valoriser la consommation locale, d'accord? Mais est-ce que nous pensons d'abord au bien-être des populations? C'est tout ceci, il faut réfléchir à tous ces points-là pour pouvoir trouver vraiment des solutions concrètes et ensuite faire le plaidoyer au niveau de nos gouvernants pour qu'ils puissent nous aider les transformateurs locaux à pouvoir produire de manière qualitative, mais qui reviennent un peu abordables à la consommation locale. Merci. D'accord. Merci beaucoup à vous. Vous avez posé des questions, mais vous avez répondu aussi à beaucoup d'autres dans votre intervention. Il y a M. Yao Maris Bani qui veut intervenir. Oui. Bonjour, madame, et bonjour à tous. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, d'accord. Je suis Bani Yao Maris. Je suis agronome. Je tiens d'abord à remercier l'ensemble des participants pour la qualité des informations qu'ils partagent avec nous. Cependant, j'ai quelques questions à leur endroit. Et j'avais aussi une question au professeur, mais je vois qu'il n'est pas parmi nous. Oui, monsieur, il va revenir. D'accord. Ma première question, c'est par rapport à madame qui a parlé des difficultés liées à l'accès aux matières premières. Et je me dis, actuellement, la tendance est en train de changer. Il y a la phase de transition qui est, et si tout marche bien, maintenant, tout le monde, ou bien la population, va prendre goût des produits locaux et la demande sera beaucoup plus forte.
Mais elle a fait comprendre que l'une des difficultés, c'est l'accessibilité aux matières premières. Surtout qui sont dans la transformation, et pas de transformation, parle forcément de matières premières. Parce que s'il n'y a pas la matière première, vous ne pourrez en aucun cas mener aisément votre activité. Donc voilà, étant donné que la situation va changer, et si Dieu le permet dans les jours à venir, la demande sera forte, quelles sont les dispositions qu'ils prennent à leur niveau pour pouvoir solutionner de manière durable à cette situation? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est par rapport aux dispositions que nos entrepreneurs prennent pour pouvoir assurer la continuité de cette, je dirais, cette expérience de communication autour d'un produit local. Parce que le mois d'octobre, ce n'est juste une période pour donner l'élan. À part ça, il ne faudra pas s'arrêter au mois de consommation locale. Quelles sont les initiatives qu'ils prennent eux-mêmes pour pouvoir assurer la continuité de communication autour des produits pour que réellement l'adoption de ces produits soit une réalité? Parce que l'ensemble des crises que nous traversons actuellement montrent à suffisance que nous n'allons pas seulement être dépendants des produits comment dire, importés, mais il faut que nous arrivions quand même à vivre de nos produits. Donc, quelles sont les dispositions qui prennent en ce sens pour quand même assurer la continuité de la communication pour que la consommation de nos produits locaux soit une réalité? Okay. Par rapport aux élèves CAF, nous comprenons de manière, si je peux résumer, de manière globale que les barrières sont levées et que les entrepreneurs peuvent quand même avoir des parts de marché de part et d'autre. Mais je me dis par rapport à nos petites et moyennes entreprises qui n'ont pas une forte capacité de production et face à des géants, est-ce que ce mécanisme, a priori, ne va pas contribuer à la disparition de nos petites et moyennes entreprises? C'est ma première question. Je me dis, est-ce que les grandes entreprises qui ont suffisamment de moyens et qui sont dans une dynamique de production d'échelle, est-ce que ces gens ne risquent pas de tuer les petites et moyennes entreprises que nous avons qui font quand même un travail qu'il faut saluer? OK, merci beaucoup. Merci à vous. Pour la question 1, Madame Maria Madem, c'est vous qui avez parlé de l'accès aux matières premières. Oui, merci beaucoup. Parce que ce que je dis là, c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec le BISAP. Dans la région où je suis, ce produit est introuvable. Non seulement le prix avait quadruplé, mais actuellement, il est introuvable sur le marché. Donc, c'est pourquoi nous parlons de l'inaccessibilité des matières premières, et l'autre aussi a parlé des emballages, puisque nous sommes dépendants de l'extérieur pour ces produits aussi. Maintenant, quelle solution? La solution, c'est d'essayer de développer la chaîne de valeur. Qu'il y ait ce maillage entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, pour que vraiment, on n'ait plus ce problème. Nous sommes en train de nous organiser. J'en avais parlé quand je parlais, excusez la redondance, des opportunités de la ZLECAF. Je crois que c'est s'organiser au niveau des producteurs pour qu'il y ait des sociétés coopératives. Qu'il y ait ce maillage entre les producteurs et les transformateurs. Comme ça, nous, on a où s'approvisionner en matière première. C'est vrai que dans chaque difficulté, il y a une opportunité. Donc, il fallait vivre ces difficultés-là pour développer cette opportunité. Je crois que c'est la solution. Vraiment créer la chaîne de valeur. Parce que peut-être que c'est difficile d'en trouver là où je suis, mais si on va vers le centre ou bien vers le sud, on peut s'approvisionner en quantité. Donc, vraiment organiser les producteurs pour que la matière soit disponible, pour qu'elle ne soit pas exportée. Parce qu'il faut dire que c'est des produits très prisés maintenant. Le bissap ou le bouilli que l'on appelle le pain de singe. Donc, je n'aime pas dire ce mot-là parce que pour moi, le fruit du baobab, le baobab est une bénédiction africaine. Donc, je ne permets pas qu'on l'appelle pain de singe. C'est des produits qui sont très, très prisés par l'étranger, notamment l'Europe, où des Européens viennent organiser des villageois pour exporter ces produits. Donc, je crois qu'il nous faut nous organiser localement pour que
pour fixer ces produits-là pour qu'ils ne soient pas pris par d'autres. Pour moi, c'est ça la solution et nous sommes en train d'y travailler pour plus jamais qu'on ait des problèmes de nous approvisionner en matière première. Il a dit que le mois d'octobre est un seul mois pour la promotion du consommé local. Oui, effectivement, c'est juste pour mettre les produits locaux en avant. Mais en tant qu'entrepreneur, nous savons que la promotion, elle doit se faire de façon continue. Donc, en tant qu'entrepreneur, nous développons des activités. Il y a les foires et autres, mais aussi il y a la sensibilisation, parce qu'il faut sensibiliser les populations sur l'importance du consommer local, ce qu'il y a à consommer local. Il y a une dame qui a parlé tout à l'heure de produits de qualité, puisque quand on parle de consommer local, nous ne vendons pas seulement des produits, mais nous vendons aussi de la santé. Nous pensons aux répercussions, aux conséquences du consommer local par rapport aux populations. Donc, nous y veillons fortement. Donc, ce qui fait que nous faisons la sensibilisation au niveau des écoles pour qu'à l'heure du goûter, les enfants consomment local, mais local et naturel, et des familles bio. Il faut aussi, nous faisons aussi de la sensibilisation au niveau des entreprises pour qu'au niveau des cadeaux, quand il y a la fête qu'il faut faire des cadeaux, par exemple pour le ramadan, pour les paniers ramadan, nous proposons aussi aux grandes entreprises des paniers 100% locaux pour donner en cadeau. Nous faisons aussi des séances de sensibilisation au niveau aussi de ces grandes entreprises parce que souvent, les produits locaux sont un peu méconnus du grand public. Ce qui fait que nous faisons de façon continue des séances de sensibilisation au niveau des écoles, au niveau des femmes, pour parler de leur autonomisation, mais aussi pour parler du consommé local et de l'autonomie. Merci. Ok, merci beaucoup à vous. Alors, cette troisième question, nous allons le poser à Madame Maïmouna. Madame Maïmouna Diouri. Oui, je suis là. Oui. Il demande à savoir si, avec la venue de la ZLECAf, les grosses entreprises ne vont pas faire noyer les très petites et moyennes entreprises. Non, personnellement, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout parce que je pense que ce qui est aujourd'hui très important, parce on a parlé de matières premières, je pense que le plus important, c'est de travailler. Les grandes entreprises ont leur place, les petites entreprises aussi ont leur place, et que c'est de faire des produits de qualité. Et avant d'y arriver, régler ce problème de matières premières, comme l'a souligné la dame du Sénégal, où elle dit que, par exemple, l'hibiscus, à ce moment, elle a des soucis d'approvisionnement, c'est cher, tout ça. Donc, vraiment, c'est de penser déjà à régler tous les différents problèmes afin de préparer ces petites entreprises, ces PME, déjà à être à niveau, à avoir la matière première, à fabriquer des produits de qualité, à emballer vraiment de manière correcte les différents produits locaux, etc. Donc, que ce soit les petites, les grandes, elles ont leur place. Je pense que les produits, les petites entreprises, elles pourront être aussi compétitives. Elle pourra être compétitive. C'est le consommateur qui choisit. Et avec la ZLECAf, donc avec l'élimination des barrières tarifaires et des obstacles, les différents obstacles et autres, ça peut rendre ces produits fabriqués localement compétitifs. Et donc, je ne vois pas vraiment pourquoi on va s'attarder à dire, par exemple, on risque d'être noyé. C'est le consommateur qui choisit. Le plus important, c'est de fabriquer, de régler les différents problèmes d'approvisionnement, de transformation. Donc,
faire beaucoup, donc en industrialisant, donc fabriquer beaucoup plus, même si c'est industrialisé, ça ne veut pas dire des grosses machines seulement, non, on peut industrialiser avec, mécaniser avec des machines adaptées et également emballer de manière correcte. Tant que c'est comme ça, chacun va trouver son truc. Donc, vraiment, sa place. Penser à ça, dire que non, on va être englouti par les grandes entreprises, non. C'est le consommateur qui choisit, le produit est bon, il est de qualité, il est compétitif, il est truc. Les consommateurs vont acheter. Les consommateurs vont acheter. Donc, moi, en tout cas, c'est ma perception de la SDECAF. Je pense qu'on doit s'attarder surtout à régler les différents problèmes qui entravent le développement de ces PME plutôt que de penser à... Voilà, merci. Merci beaucoup à vous, Madame Maïmouna. Je crois que Monsieur Marie Siao a compris. Monsieur Malik Si. Vous m'écoutez? Vous m'entendez? Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Bon, j'aimerais contribuer, comment dirais-je, je voulais donner ma contribution. Présentez-vous, s'il vous plaît. Si, je m'appelle Malik Si, donc je suis au Sénégal, plus précisément à Dakar. Donc, président du GIE Singari. Donc, j'ai entendu les différents problèmes que les gens ont soulevés. Donc, ça paraît très intéressant. Mais nous avons différents problèmes, comment dirais-je, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Premier problème de packaging, problème d'emballage. Parce que, par exemple, si on importe des bouteilles en verre, ici comment dirais-je, et d'autres emballages, donc les produits conditionnés deviendront plus chers. Parce que, comment dirais-je, ça dépend aussi de la capacité, comment dirais-je, des personnes qui achètent le produit. Nous avons un problème d'emballage en Afrique de l'Est. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre, comment dirais-je, sur ce travail pour essayer de voir comment peut-on régler déjà ce problème? Parce que ce sont des produits importés venant d'Europe qu'on amène ici, qu'on revend, que le producteur achète pour, comment dirais-je, faire son produit, faire tout ce qu'il faut pour mettre ça sur le marché, je crois que le produit deviendra plus cher. Donc, c'est un problème majeur comment dirais-je, que les transformateurs ont en ce moment-là. Bon, la deuxième chose est que il faut qu'on fasse, comment dirais-je, la promotion de nos produits locaux, la promotion de nos produits, parce que nos produits sont plus importants, sont plus valeureux que les produits qui viennent d'Europe. Moi, je suis en Italie. Donc, quand on va dans les grandes surfaces en Italie, on ne trouve pas des produits africains. On ne trouve pas. On va trouver un produit ou deux produits. Par exemple, en Italie, il y a, comment dire, un grand supermarché qu'on appelle Coop. Il y a Lidl, il y a d'autres grandes surfaces. On ne trouve pas des produits africains. Les produits africains qu'on importe ici sont vendus par des étrangers qui sont en Europe. Pratiquement des étrangers, par exemple des Pakistanais, des Chinois, des Sénégalais, mais on ne les trouve pas dans les grandes surfaces. Parce que pour eux, un produit qui vient en Afrique est un produit dangereux. Donc, si c'est fabriqué localement là-bas en Europe, ils peuvent mettre ça dans les grandes surfaces. Et si ça vient d'Afrique, donc on les trouve dans les boutiques des étrangers, mais pas dans la grande surface des Européens. Et pour dire que nos produits sont plus valeureux, sont plus importants que le produit. Tu vois, comment dirais-je, un jus de fruits qui a 2% d'orange. 2% d'orange ou 2% de fruits et 10% ou 10% de fruits. Alors que les produits locaux fabriqués ici en Afrique, il y a 25% ou 50% ou 100%
comment dirais-je, du produit original. Donc, nos produits sont plus importants, sont plus valeureux, sont plus énergétiques, sont plus bons que leurs produits. Mais comment se fait-il que nous n'arrivons pas à faire le marketing de nos produits? Parce que eux, ils aiment des produits bio. Hein. Quand tu vas dans les grandes surfaces en Europe, un produit bio, exemple, un produit un jus de fruits composé de gingembre et de pommes, de 250 millilitres, bon, ça coûte 2 € et quelques. 2 € et quelques, ça fait 1200 et quelques. Alors que c'est 250 millilitres, même pas 500 millilitres. Alors que ça veut dire qu'eux, ils aiment leurs produits bio. Mais le problème est que, est-ce que le message a passé pour que les Européens comprennent que nos produits sont plus importants que leurs produits? Donc ça, c'est un travail. C'est un travail que les Africains doivent faire. C'est un travail que nos États aussi doivent accompagner, comment dirais-je, les producteurs africains. Ils peuvent décréter même une journée internationale des produits locaux. Pourquoi pas? Pour que toute l'Afrique consomme notre produit. Parce que nos produits sont plus importants, sont plus valeureux que leurs produits. Alors, c'est ce que j'avais à contribuer. Et puis, faisons acte sur l'emballage des produits. Par exemple, ici au Sénégal, il n'y a pas une usine qui fabrique des bouteilles en verre. Il n'y a pas une usine qui fabrique des boîtes de conserve en métal. Alors, si ces produits sont importés et puis qu'on y mette le produit fabriqué localement, donc je crois que le prix deviendra plus cher. Donc, c'est ce que j'avais à contribuer. Vous m'excusez de la durée de ma contribution et je vous remercie de l'initiative que vous avez et du courage aussi. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Malik. Ceci est un appel pour ceux qui fabriquent les emballages à mieux perfectionner ce qu'ils font pour permettre aux entrepreneurs de pouvoir les utiliser facilement. Il y a Madame Alima Koulibaly qui veut intervenir. Allô? Allô? Allô, vous écoute. Bonjour, Madame. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Présentez-vous. Ouais. Je suis Koulibaly Alimata, je suis de Côte d'Ivoire et en escale à Paris, provenance de Tanger pour une rencontre avec l'Union africaine. J'ai été contactée par un féru de la transformation qui a lieu moi et j'ai pu me connecter tout à l'heure. Alors, je suis transformatrice, j'ai une unité de transformation des céréales, les mets traditionnels qui sont les granulés et surtout les farines infantiles enrichies et que je commercialise déjà sur les grandes surfaces à Abidjan, Carrefour, Auchan, Sococé, etc. Et j'ai mis en place une organisation d'agro-transformatrice qui évolue également avec les épices, le manioc, les tubercules, les légumineuses. Pour ce qui concerne l'asile et CAF, je voulais dire que c'est une menace, parce que j'ai entendu, c'est pas menace. C'est une menace parce que je pense qu'en Afrique, les PME de transformation ne sont pas encore au top pour faire fort aux produits importés. Ce sont les produits importés qui sont les menaces. Et entre nous, il n'y a pas de menace. Parce que les produits importés coûtent moins cher que nos produits. Et pour résoudre cela, Maïmouna l'a dit, il faut produire en masse. Mais pour produire en masse, il faut un financement, il faut des équipements, ce qui n'est pas encore le cas. C'est maintenant nous allons réfléchir, c'est maintenant nous allons trouver de l'argent pour penser à la production de masse. Et je salue cette initiative du Niger qui parle d'industrialisation. Ça va nous permettre d'avoir les équipements pour produire en masse. Mais nous serons en retard par rapport aux produits importés. Alors, mon souci est le suivant. Qu'est-ce qu'on fait des produits importés? Quelqu'un a dit, Maïmouna a dit que c'est le client qui décide. Mais le pouvoir d'achat du client, il va choisir pour les mêmes produits le moins cher.
Alors, nos produits font comme si c'est pour la classe élite, la classe modeste. Or, il faut que ce soit consommé par tout le monde, ces produits transformés. C'est pourquoi moi, j'ai dit c'est une menace parce que nous ne sommes pas encore au top, nous ne sommes pas à jour, nous ne sommes pas prêts. Voilà ce que je mets. Il y a des solutions qui ont déjà été évoquées. Si on veut être au goût du jour, on veut faire front aux produits importés, il faut qu'on commence dès maintenant. Sinon, on sera en retard. Le temps qu'on va arriver pour dire que nos produits ont pu baisser les coûts, on a baissé les prix de vente de nos produits, on serait déjà trop tard. Voilà, c'était ma petite contribution et félicitations à vous. J'espère que ce n'est pas la dernière et que la prochaine fois, je serai à Abidjan pour mieux vous suivre. Bien sûr. Merci beaucoup, Madame Coulibaly. Il y a Monsieur Kani Kofi qui veut intervenir. Allez-y. Merci beaucoup. Je voulais intervenir par rapport à quelque chose. Je ne sais plus trop celui qui a évoqué le problème ou le souci. Au début de mes activités, de ce projet de transformation, il y a cela bientôt 9 ans, moi aussi, je faisais cette analyse-là. Je disais que peut-être que mon projet ou bien le coût de mon produit était excessivement cher. Non, j'ai fini par comprendre que ce n'est pas un problème de prix. Ce n'est pas un problème de prix. Nous l'avons démontré que ce n'est pas un problème de prix. Je vous donne un exemple simple par rapport chez nous au Togo. En moins d'une année, voire 2 années, on a eu environ 10 points, 10 grands supermarchés au Togo. Et dans des supermarchés, ce ne sont pas uniquement des produits de 100 francs ou de 200. C'est pareil aussi dans ces supermarchés-là. Moi, je suis dans le domaine des infusions, dans le domaine des thés. Il y a des thés qui sont vendus à 40 000 francs la boîte, à 50 000 francs la boîte. Mais c'est consommé. Je préfère qu'on parle beaucoup plus de qualité. Si nous avons un produit de qualité, le client n'a pas de souci à dépenser. Et en matière de vente, il faudrait que faire sortir de l'argent dans la poche d'une autre personne, ce n'est pas facile. Habituer une personne à consommer ces produits, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un problème de prix sur ce côté-là. Ce n'est pas un problème du tout, pas du tout de prix. Même si vous voulez, vous avez notre soeur qui vend du lait. Si sa boîte est à 10 000 francs, ça voudrait dire qu'elle a ciblé ses clients. Un produit n'est pas destiné à tout le monde. C'est pourquoi on nous apprend toujours la segmentation du marché. Les yéyés de 100 francs ou de 50 francs ont une particularité, c'est destiné à une catégorie de personnes. Si nous voulons produire des vins qui coûtent 5 000, ça voudrait dire que c'est destiné à une catégorie de personnes. On ne peut pas avoir un produit et dire que ça doit être consommé par tout le monde. Ça, c'est mon analyse. Hein. Je peux ça me tromper, mais c'est ce que je pense, c'est ce que je crois. Pour le second volet aussi, ce que je voulais aborder aussi, mes frères ont parlé du financement. Et en tant qu'entrepreneur, nous devons avoir plusieurs solutions en matière de financement. Moi, je l'ai. Vous devez traiter avec les microfinances. Quand je parle des microfinances, ceux qui peuvent vous faire des crédits d'1 million, de 2 millions dans quelques jours si vous en avez besoin. Vous devez avoir des partenaires qui doivent être à l'instar des banques. Et en Afrique, nous tous, nous savons que si vous voulez faire un crédit de 50 millions, de 100 millions, on vous demande des titres fonciers. Si nous qui sommes entrepreneurs, nous n'avons pas de titres fonciers, nous ne pouvons pas pleurer. Non. Moi, j'ai développé ce qu'on appelle le crowdfunding, l'appel de fonds. Le crowdfunding, c'est ce qui existe. Vous pouvez appeler les gens, vous pouvez leur dire, j'ai un projet qui doit coûter 50 millions. Je demande que vous achetez des parts pour moi à hauteur de 10 000, à hauteur de 50 000, à hauteur de 100 000. Et les gens vont l'acheter. Maintenant, à vous de leur proposer sur une durée d'1 an, de 2 ans, je vous rembourse votre argent en fonction de tel intérêt. Et si des gens doivent investir 50 000 francs
ils pourront se dire 50 000 francs, c'est rien. Mais pour vous, si vous arrivez à amasser 50 000 francs fois 100 personnes, imaginez le montant que vous avez avec vous. C'est de cette manière-là, il faudrait qu'on se prépare. Mais attendre toujours de l'État, l'État doit faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a son rôle à jouer. Nous aussi, entrepreneurs, nous avons notre rôle à jouer aussi. Voilà. C'est ce que j'aimerais apporter comme solution ou comme partage avec mes frères qui sont connectés. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Un grand moment de partage, ça devient vraiment chaud. Madame Zalissa Ouedraogo. Et vous m'entendez? Bien sûr. Allez-y. Voilà. C'est concernant l'intervention de l'intervenant du Togo. Vraiment, il a dit vraiment vrai. Pour nous qui sommes dans la transformation, qui prône vraiment pour la consommation locale, c'est de proposer des produits de qualité. Quand les produits sont de qualité, on a nos clients qui sont là, puisqu'il a parlé même de segmentation du client et tout. Il y a ce que vraiment beaucoup de PME oublient. Quand ils font sortir leurs produits, ils veulent le vendre à tout le monde. Alors qu'un produit, il n'est pas destiné à tout le monde. Il faut vraiment segmenter son client, avoir ses clients cibles. Et ce sont ces clients qui vont payer vos produits. Parce que quand le produit est de qualité, vraiment, il y a ce type de client aussi qui est à la recherche d'un produit qui répond à ses besoins nutritifs, qualitatifs et tout. Donc, c'est faire un appel à tous ceux qui œuvrent dans la promotion du made in local de proposer des produits de qualité. Quand c'est de qualité, vraiment, on pourra vraiment arriver à faire la promotion des produits locaux. Parce qu'il y a ce qui est là dans la tête du consommateur, quand c'est fait localement, il pense que ce n'est pas de qualité. Donc, c'est à nous vraiment de proposer des produits de qualité aux consommateurs. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Madame Edith Mireille, allez-y. Oui, merci Madame. Merci pour les intervenants qui ne sont pas les panélistes. L'histoire de l'emballage dans la consommation est un problème très crucial. Très crucial. L'emballage ajoute un coût terrible au prix de revenus. Si nous arrivons à avoir dans notre sous-région, peut-être dans la zone urbaine, un fabricant idéal d'emballage qui ne soit pas quelqu'un qui achète de la Chine pour venir revendre ici, ça va diminuer un tout petit peu le prix de revenu de nos produits qui reviennent plus chers que les produits importés. Il y a un monsieur du Sénégal qui a parlé de ces emballages-là et il a dit vrai. Et nous constatons aussi que dans les pharmacies, parce que moi, mes produits sont dans les pharmacies et les supérettes, les gens ne trouvent même pas les produits de chez nous en premier abord. C'est un combat terrible que moi je fais avec les pharmacies, malgré que vous êtes au nom, vous avez fait les bilans qu'il faut, vous avez les factures normalisées, vous avez fait tous les bilans côté sanitaire. Nos propres pharmaciens, ils prennent vos produits, ils exposent derrière et ils mettent les laits, les farines venant de l'extérieur en primo. Alors que le client, c'est la vue qui est le numéro 1. Quand le client rentre dans un espace, c'est ce que le client a vu qui va l'intéresser d'abord, afin qu'il ne commence pas à poser des questions. Mais on expose les made in Benin derrière. Et moi, je fais ce combat. Je parcours les pharmacies, je leur ai dit, est-ce qu'à l'extérieur, les gens prennent même vos produits pour pouvoir les mettre derrière le comptoir? Ils ne prennent pas. Donc, aidez-nous à faire le combat. Aidez-nous à faire connaître nos produits aux gens de chez nous. Vous allez vous battre, mais jusqu'à présent, il y a beaucoup d'Africains. Pour eux, c'est ce qui est de l'extérieur qui est le meilleur. Un monsieur a demandé qu'est-ce que nous pensons faire. Et puis, il fait, monsieur Marius, il a demandé qu'est-ce que nous pensons faire. Pour moi, je pense que c'est sûr que nous allons créer des forums, par exemple, d'animation,
de sensibilisation à la population. Nous allons faire surtout sur les radios rurales, la politique de consommation locale qui doit continuer. Moi, par exemple, dans les centres de santé, dans les centres de vaccination, dans les centres sociaux, pour faire connaître les produits de chez nous, leur importance. Parce que si vous fabriquez en quantité, ça doit être en qualité. Si la personne consomme votre produit et c'est diarrhée, vomissement, la personne ne reviendra plus. Donc, nous devons faire l'effort. Les PME et les PMI, nous devons faire l'effort pour que les produits soient aux normes. Parce que les normes existent. Même l'emballage, il y a les normes standards. Donc, quand tout cela s'est fait, je ne vois pas pourquoi la vente va diminuer, ça va augmenter. Donc, c'est ces apports que j'ai à faire par rapport aux intervenants. Merci, Madame Josiane. Vraiment, merci à vous, Madame Mireille. Je crois que tout le monde vous a écouté. Et dans nos participants, nous avons peut-être des pharmaciens, ceux qui travaillent au supermarché. Et vraiment, nous devons travailler sur ce problème-là pour relever le défi de la consommation locale dans tous nos pays. Nous allons continuer avec Kadim Dia. S'il vous plaît. Oui, bonjour, Monsieur. madame. Oui, madame, Bonjour. Bonjour. Je dis bonjour à tout le monde. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Khadim Dia depuis Sénégal, étudiant en 3e année en transformation agroalimentaire. Je voudrais parler par rapport à ce que vous venez de dire concernant la zone de libre-échange. Pour moi, ce que nous États-Unis, ça doit être quand même une réalité. Parce que il y a certains intervenants, ils ont peur que les grandes entreprises viennent un peu poser des difficultés à les petites. Mais moi, je ne le vois pas comme ça. Parce que si on ne fait pas ça, quand même, c'est les produits qui nous viennent de l'extérieur qui vont venir et inonder nos marchés. Et donc, pour éviter cela, mieux vaut de faciliter la tâche nos confrères africains de pouvoir circuler librement comme ils le veulent et quand ils le veulent pour écouler leurs produits dans les pays frontaliers. Parce que moi, j'aimerais vraiment très content de voir un produit vraiment made à Côte d'Ivoire ou bien de le voir ici au Sénégal ou bien au Burkina Faso ou bien au Niger. De même que aussi nos produits puissent quand même venir chez vous. Vraiment, ça ferait l'affaire de tous les Africains. Il y en a d'autres aussi qui ont parlé de difficile de l'accès aux matières premières. Pour moi, je pense que oui, à certaines périodes, on peut comprendre parce qu'actuellement, il a cité l'hibiscus sabdarifa, c'est-à-dire le bissap. Actuellement, ça connaît une hausse. Mais quand même, les petites aussi et moyennes entreprises aussi, ils doivent quand même revoir leur façon de faire. Parce que chaque année ici en Afrique, tout le monde est conscient qu'il y a des centaines ou bien des milliers même de tonnes des fruits ou bien de ce genre qui pourrissent alors que rien n'est fait. Donc, je pense que par rapport à la hausse des matières premières, ça concerne uniquement une période. Mais il y a des périodes où vraiment la matière première est tellement accessible et c'est eux qui doivent voir leur politique. C'est-à-dire le moment où les matières premières sont disponibles, pourquoi ne pas acheter une grande quantité et faire une production, faire une grande production quand même. Parce que les produits que nous faisons ici, moi vraiment, c'est plus quand même, il y a des gens qui ont parlé de qualité, mais c'est plus de la qualité que ceux qui nous viennent ailleurs. Parce que on ne sait pas, les produits qui nous viennent ailleurs, les gens, vous avez déjà parlé de ça. C'est la manière dont ils nous présentent ça que certains pensent qu'ils sont de la meilleure qualité. Mais tel n'est pas le cas. Parce que la plupart, les gens ne font que additionner des additifs. Et ce qui est tellement dangereux pour notre santé. Donc, mieux vaut produire localement et consommer localement. Et aussi, nous pouvons le faire. Mais aussi, les entreprises aussi ont un grand... Pour cela aussi, ça demande de la courage et ça demande du courage, excusez-moi du moins,
du courage et de la volonté. Parce qu'il faut une campagne de sensibilisation auprès des populations, de leur faire comprendre que ce que nous produisons ici est meilleur que ce que les gens vous présentent. Vraiment, ce que je voudrais dire, pour ne pas monopoliser la parole, ça fait d'autres points à soulever, mais comme peut-être ce qui reste du temps, peut-être il y aura peut-être d'autres collègues qui voudront intervenir. Je vais les laisser la parole. Et merci, madame. Vraiment, c'était un grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur Kadim. Merci beaucoup. Alors, nous nous approchons tout doucement de la fin de ce webinaire. Et l'un des objectifs de ce webinaire, c'est le lancement du catalogue des 100 entreprises agroalimentaires de l'espace UEMOA. Alors, nous allons marquer une pause pour revenir et vous présenter le catalogue. Nous sommes la référence en Afrique, une société de médias spécialisée aussi dans le conseil et la production audiovisuelle, déterminée à vous faire rayonner partout dans le monde, partout sur la télé, partout sur le web et sur les réseaux sociaux, partout. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la vidéo est sans conteste l'outil de communication le plus puissant et que depuis 2018, nous avons donné vie à de centaines de créations. Parce que nous vous écoutons, nous réfléchissons, nous concevons, parce que nous produisons, nous réalisons, nous médiatisons tous vos contenus vidéo, documentaires, films d'entreprise, reportages, émissions, au quart de tour, parlons d'elle, spots publicitaires, réalisés dans les milieux les plus reculés au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, bref, dans tous les pays d'Afrique et à l'international. Parce que nous diffusons vos messages pour convertir vos cibles en clients, nous valorisons vos actes et parce que avoir une vidéo c'est bien, mais qu'elle soit bien visible c'est mieux. Rien ne nous arrête puisque nous osons l'audace dans la pertinence, nous visons l'impact et le résultat. Chez AgriDigital, nous chérissons l'engagement, la performance et votre retour sur investissement. Nous sommes là pour faciliter votre business, nous sommes là pour vous rendre inoubliable. Alors, action! Alors, action. Nous allons maintenant présenter le catalogue. Je rappelle que c'est la première édition de ce catalogue des 100 entreprises agroalimentaires de l'espace UEMOA. Donc, le catalogue va passer. Nous allons présenter le résumé de quelques pages. Vous allez voir en quelque sorte comment nous avons fait les dispositions et apprécier avec nous. Voilà, nous commençons avec le mois d'octobre du consommé local, les 100 entreprises agroalimentaires de l'espace UEMOA. Voilà, ici, nous avons le Togo, Avoué-Noussal, qui fait dans la transformation des cubes locales au Togo. Nous avons la photo du promoteur, la description de l'entreprise. Il y a un code QR en bas où vous pouvez scanner directement et aller sur le site. Après, nous avons le Bénin, Agri Nutrition Family. Voilà la promotrice, la description de l'entreprise, toujours le contact en bas. Vous pouvez facilement l'appeler et vous en procurer. Nous avons la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, l'entreprise Florent. Elle a aussi le numéro en bas. Nous avons le Sénégal, Madame Mariam Dem, qui vient de nous quitter. Les contacts en bas. Vous pouvez toutefois l'appeler. Nous avons le Niger, entreprise Yali. Contact en bas. Nous avons le Burkina Faso. Je rappelle que tous les panélistes sont dans le catalogue. Tous les produits des panélistes sont insérés dans le catalogue. Vous aurez un lien après pour pouvoir voir tout ce qui est fait. Allons-y. Ici, nous avons la Guinée-Bissau.
Voilà, ça fait en tout les 9 entreprises agroalimentaires. C'est 100 entreprises, mais là, nous avons présenté 9 pour vous faire parcourir en quelque sorte les pays qui sont insérés dans le catalogue. Je rappelle que c'est un catalogue d'échange pour les acteurs internationaux et nationaux pour leur permettre de faciliter la visibilité et les échanges entre eux. Nous allons continuer avec les recommandations et les suggestions. Nous allons encore faire le tour. Je vais commencer par Madame Edith Mireille. Merci, Madame Josiane, pour tout. C'est intéressant. Moi, je vais commencer par des suggestions d'abord. Les suggestions par rapport au webinaire. Oui, par rapport au webinaire. Que les entreprises PME, TPME vivent dignement de leurs activités. Oui. Qui a plus de préparation? Parce que j'ai été mise dans la danse il n'y a pas longtemps. Qui a plus de préparation? Qui a plus de communication autour? On a passé un beau temps ensemble, c'est pas à négliger. Donc, et que ce soit répétitif, non, pour moi de consommer, mais au bout d'un trimestre, qu'on fasse soit. Ce sont les recommandations, c'est par rapport à nos chefs d'État. Tous les tests existent, comme je l'ai dit, mais les tests ne sont pas appliqués. Il n'y a pas de libre circulation des biens et des personnes entre nos 8 pays. Non, il n'y en a pas. C'est sur papier. Moi, j'aurais aimé qu'ils mettent en place pour nous faciliter la tâche par rapport aux entrepreneurs. Si vous créez quelque chose, essayez de vous mettre au nom. Essayez de vous mettre au nom pour que vos produits soient compétitifs sur le marché. Par rapport aux supérettes, les pharmacies, les supermarchés, les hypermarchés qui nous aident. Pour avoir le consommation local dans la bouche de nos compatriotes, il faut que vous nous aidiez à promouvoir nos produits dans vos étalages, à faire connaître. En tout et pour tout, c'est super. Merci. Merci à vous. Nous allons continuer avec M. Kani du Togo. En termes de recommandations, moi je dirais vis-à-vis, premièrement, de nous, entrepreneurs, nous, porteurs de projets, il faudrait que nous continuions toujours dans la même logique. Tout faire pour avoir un produit de qualité, tout faire pour avoir accès à plus de marchés, tout faire pour être beaucoup plus compétitif. Et si nous voulons être compétitifs, ce n'est pas seulement les ressources financières. Les ressources humaines sont très importantes pour que nos entreprises deviennent très compétitives. Parce que j'ai l'habitude de le dire, même si on vous donne 10 milliards et que vous avez des ressources humaines peu fiables, les 10 milliards vont finir. Nous devons essayer d'avoir nos apôtres, de bien choisir nos apôtres, ceux qui doivent nous conduire, ceux qui doivent être dans notre vision pour que nos entreprises puissent faire aussi 40 ans, 50 ans comme on le veut. Du côté de l'État, du côté de nos institutions, du côté de nos États, ils doivent continuer toujours par nous appuyer. Et moi, je dis, en termes d'appui, ce n'est pas uniquement l'argent, ce n'est pas uniquement les ressources financières. Nous recommander et avoir confiance en nous, nous permettre de communiquer sur les réseaux sociaux ou bien nous permettre de sponsoriser les publicités de nos produits, c'est aussi de l'appui. Nous former en matière de gestion financière, c'est de l'appui. Nous permettre de participer aux différentes expositions dans la sous-région, c'est toujours de l'appui. Qu'ils continuent dans cette logique-là pour faire de nous
des entrepreneurs redoutables dans les décennies à venir. Maintenant, vis-à-vis de ceux qui nous aident à communiquer comme Agri Digital, je vous tire chapeau. Je vous félicite pour ce que vous faites déjà. Parce que si on recule, il y a 3 ans, 4 ans, ce que vous étiez en train de faire, ce n'est pas ce que vous faites actuellement. Il y a d'énormes avancées, si je dois le dire ainsi. Continuez toujours dans cette logique et que le ciel vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour les éloges. Merci. Vraiment, ça nous touche. Nous allons continuer avec Madame Maïmouna. Madame Maïmouna, vous êtes là. Oui, merci beaucoup, Josiane. Donc, moi, peut-être comme recommandation, ce que j'aimerais dire, c'est surtout que le secteur privé de l'Union, aujourd'hui, doit s'approprier des opportunités de la ZLECAf en vue de tirer profit du marché de 1,3 milliard de consommateurs. Nous, les entreprises, nous devons prendre conscience aujourd'hui de l'importance des enjeux en vue de se préparer à y faire face tout en nouant des alliances stratégiques au sein même de l'Union, notre Union. Tout d'abord même au sein même de l'Union de l'UMOA ou même de la CEDEAO. Donc, pour accroître notre chance de succès. Ça, c'est vraiment à l'endroit des entreprises, à l'endroit de l'État. Je pense que ce qu'on aimerait dire, il est nécessaire aujourd'hui d'entreprendre des actions et de mener des réformes audacieuses visant à propulser le continent aujourd'hui vers l'autonomie, la croissance et la prospérité. Donc, des politiques publiques qui doivent stimuler le commerce intra-africain comme celui-là, comme la ZLECAf, en vue de garantir l'autosuffisance alimentaire et le développement des chaînes de valeur, accroître les revenus et créer également des emplois décents, avoir une croissance inclusive. Donc, il s'agit aujourd'hui de renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des États membres. Dans un marché aussi grand, concurrentiel qui est ouvert et un environnement juridique qui sera rationalisé, harmonisé. Nous devons, l'État doit faire en sorte, doit mettre tout en œuvre vraiment pour assurer la compétitivité et la résilience des entreprises de l'Union. Voilà un peu ce que j'ai comme recommandation. Et également à Agri Digital aussi, je vais profiter. Merci beaucoup. C'est vraiment une opportunité pour faire connaître les entreprises, pour échanger sur les différents sujets, surtout celui-là, un sujet aussi important, parce que quand je vois, par exemple, du côté des pays anglophones, c'est vraiment un sujet qui est très développé. Ils sont très bien avancés dans tout ce qui est les CAF et que nous, au niveau des pays francophones, c'est maintenant qu'on est en train de réfléchir, c'est maintenant qu'on est en train de travailler. Donc, merci bien Agri Digital. Merci beaucoup et j'espère qu'on aura d'autres opportunités comme celle-là. Merci beaucoup. Bien sûr, merci beaucoup, Madame Maïmouna. Madame Ouedraogo Zalissa, du Burkina. Vous m'entendez? Bien sûr, allez-y. Voilà. Donc, ce que je disais, c'est, bon, tout a été pris en compte par les prédécesseurs. Hein. C'est juste dire un grand merci à Agri Digital pour l'opportunité qui nous est donnée aujourd'hui de vraiment partager ce que nous vivons dans nos PME et tout. Voilà, bon vent à Agri Digital et vraiment merci encore. Voilà. Merci beaucoup à vous, Madame Ouedraogo. Madame Rafia Agbedinou veut parler. Nous écoutons, allez-y. Madame Rafia, oui, allez-y. Est-ce que vous m'entendez? Si. Ah, d'accord, merci. Donc, merci à ceux qui sont déjà intervenus. Grand merci d'abord à Agri Digital avant que je n'entre dans le vif du sujet.
Et voilà, recommandations et suggestions. Bien que les suggestions plutôt, j'englobe tout dans suggestions. Je dirais qu'il faut que nous puissions réviser c'est quoi notre vision, notre mission et nos valeurs. Dans toute entreprise et tout un G, c'est ça qui guide en fait. Et donc, la vision en fait, c'est quoi et du produit local et tout ce qui va avec. Quoi la mission et c'est quoi les valeurs. Et donc, si nous parlons du développement, parce qu'aujourd'hui, c'est plus le développement de l'Afrique que nous parlons en matière de vision. Et il faudrait qu'on réfléchisse plus à un développement inclusif plutôt qu'exclusif. Et la mission, bon, je pense que la mission, c'est chacun a sa mission, mais dans les discussions et les échanges, je pense que il va falloir penser à des partenariats gagnant-gagnant. Et on ne va pas revenir sur toutes les discussions, mais tout ce qui en ressort, il y a des craintes, il y a des manquements et tout. Donc, il faut réfléchir à des partenariats gagnant-gagnant. En ce sens que quoi? Par exemple, le monsieur de l'Italie qui vient de parler. Il y a des gens qui ne sont pas sur le territoire africain, qui sont à l'extérieur. Avec tous ces gens-là, comment est-ce qu'il faut travailler pour que, je parle toujours de synergie d'action. Synergie d'action en ce sens que si les gens ont des craintes que les petites entreprises vont être noyées par les grandes, maintenant, comment est-ce que on peut travailler en partenariat gagnant-gagnant pour que chacun puisse avoir sa place? Parce que on cherche à développer quelque chose et le marché risque d'être inondé par les différents produits. Si tu produis qualitatif, je produis qualitatif. D'accord, on produit les mêmes produits. On fait les mêmes produits. Et comment est-ce qu'on peut faire un partenariat gagnant-gagnant pour pouvoir gagner le marché? C'est ça qui est important, en fait. Et concernant le truc, l'approvisionnement, par exemple, on a parlé de chaîne de valeur. Si les gens viennent de l'extérieur et qui viennent s'accaparer de nos produits partir avec, parce qu'ils offrent quelque chose que nous n'offrons pas aux paysans. D'accord? Maintenant, nous qui sommes sur le territoire, est-ce qu'on ne peut pas réfléchir sur comment gagner la confiance de ces paysans-là? Qu'est-ce qu'il faut développer, les stratégies à développer pour que, même quand l'extérieur viendra proposer des milliards aux paysans, ils vont dire non, nous voulons développer notre pays d'abord, on a des marchés à fournir chez nous. Il y a tout ça, c'est pourquoi je parle de mission, vision et valeur, c'est très important. Et pour finir, il y a d'aucuns qui disaient quand on produit, il faut que ça soit qualitatif et viser, comment l'appelle-t-on, des consommateurs. C'est vrai, mais nous sommes en train de parler de production locale. Quand on produit local, nous produisons pour qui? On ne produit pas pour une petite sphère donnée. On produit d'abord pour nos populations. Et les missions et les valeurs qui sont derrière, c'est ça qui va définir tout. Et donc, quand nous produisons local, il faut que le citoyen moyen aussi puisse avoir sa part. Sinon, ce n'est pas gagné comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des produits comment l'appelle-t-on, qui peut-être, on a parlé de supermarché. Il y a des produits qui sont en supermarché qui sont à 50 000 et consorts. Mais nous sommes en train de débuter peut-être et si nous produisons, on ne produit pas pour l'exposer en supermarché, pas vendu à 50 000. Nous produisons pour nos populations d'abord et nous visons le développement inclusif de l'Afrique. Donc, il faudrait que les réflexions puissent tourner autour de ça. Et toujours, je termine en disant synergie d'action, plaidoyer, et que vraiment on puisse travailler en collaboration pour que les choses puissent avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous aussi, Madame Rafia. Il y a Madame Maïmouna qui a levé la main. Vous voulez ajouter quelque chose? Madame Maïmouna est là. Je voulais juste rajouter un point très important qui est celui de changement de mentalité.
on a parlé au tout début des produits locaux. Il faut que nous-mêmes, qu'on change de mentalité et qu'on aime nos produits. Voilà un peu ce que j'aimerais ajouter. Merci. Merci à vous. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce grand webinaire international qui a porté sur le thème la ZLECA, défis et opportunités pour les PME, TPME agroalimentaires de l'espace UEMOA. Merci à tous nos panélistes, nos participants, tous ceux qui nous ont quittés en cours de route. Merci à vous tous. Bye. D'accord, on va pas y manquer. Nous sommes la référence en Afrique, une société de médias spécialisée aussi dans le conseil et la production audiovisuelle, déterminée à vous faire rayonner partout dans le monde, partout sur la télé, partout sur le web et sur les réseaux sociaux, partout. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que la vidéo est sans conteste l'outil de communication le plus puissant et que depuis 2018, nous avons donné vie à de centaines de créations. Parce que nous vous écoutons, nous réfléchissons, nous concevons, parce que nous produisons, nous réalisons, nous médiatisons tous vos contenus vidéo, documentaires, films d'entreprise, reportages, émissions, au quart de tour, parlons d'elle, spots publicitaires, réalisés dans les milieux les plus reculés au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, bref, dans tous les pays d'Afrique et à l'international. Parce que nous diffusons vos messages pour convertir vos cibles en clients, nous valorisons vos actes et parce que avoir une vidéo c'est bien, mais qu'elle soit bien visible c'est mieux. Rien ne nous arrête puisque nous osons l'audace dans la pertinence, nous visons l'impact et le résultat. Chez AgriDigital, nous chérissons l'engagement, la performance et votre retour sur investissement. Nous sommes là pour faciliter votre business, nous sommes là pour vous rendre inoubliable. Alors, action!